Merci beaucoup Simon Guillain. On va parler maintenant de la situation internationale et on va se rendre d'ailleurs tout de suite sur place en Israël. On va rejoindre Nathalie Sosna-Ophir, notre correspondante, parce que 48 heures après l'ouverture du sommet de Doha, on peut se demander si la population israélienne est optimiste de l'issue de ces négociations. Le Hamas a publiquement rejeté les dispositions de la proposition américaine évoquée lors du sommet. Elle était censée combler les écarts entre les parties. Le Hamas accuse Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, de faire obstacle aux efforts de médiation et de mettre en danger la vie des otages israéliens en imposant de nouvelles exigences telles que le maintien des troupes de Tsahal à la frontière entre Gaza et l'Égypte ou la supervision du carrefour de Netzarim. C'est un point stratégique entre le nord et le sud de Gaza, et ce pour prévenir le retour d'hommes armés dans le nord de l'enclave. De son côté, Benjamin Netanyahou rejette la responsabilité de l'absence de progrès sur le Hamas. Il l'accuse de ne pas participer sérieusement aux pourparlers. D'ailleurs, le Hamas vient tout juste de revendiquer une tentative d'attentat hier à Tel Aviv. Heureusement, la bombe que portait dans son sac à dos le terroriste palestinien, qui était arrivé de Judée-Samarie, a explosé avant d'arriver à destination, peut-être le stade de football où se tenait un match auquel assistaient plusieurs milliers de supporters. Alors Joe Biden, le président américain, reste pourtant optimiste. Les équipes de travail continuent de s'activer à Doha et au Caire afin de tenter de réduire les écarts dans l'espoir, bien sûr, d'arriver à une entente qui permettrait de poursuivre les négociations avant le prochain sommet prévu dans la capitale égyptienne avant la fin de la semaine prochaine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est arrivé ce matin en Israël pour, dit-il, s'assurer qu'aucune partie ne viendra nuire au processus. C'est sans doute la dernière chance pour parvenir à un accord, a-t-il déclaré. Rappelez, Nathalie, que évidemment cet accord revêt des enjeux extrêmement importants. Oui, évidemment. Alors, en premier lieu, bien sûr, le retour des otages. 115 sont encore détenus à Gaza depuis 318 jours. Parmi eux, 2 Français, 41 ne seraient plus en vie. Enjeu aussi, évidemment, pour l'administration Biden, qui espère obtenir une victoire diplomatique qui pourrait aider Kamala Harris dans sa campagne pour les présidentielles et tenter aussi d'éviter une attaque iranienne contre Israël, une attaque attendue depuis plusieurs semaines en représailles à l'élimination à Téhéran d'Ismaël Haniyeh, l'ex-chef politique du Hamas, une élimination imputée à Israël et par extension un conflit régional. Une autre question, une dernière question sur l'état d'esprit justement de la population. Est-ce que on pense encore que la riposte iranienne est d'actualité ? Alors évidemment, Élodie, plus le temps passe, plus la question se pose. Cela fait même l'objet de paris sur les réseaux sociaux ou de posts ironiques, par exemple, flash spécial. L'Iran n'a pas attaqué hier. Mais attention, l'Iran pourrait surprendre à tout moment. Un officiel iranien a encore rappelé hier que l'attente d'un massacre était plus éprouvante qu'un massacre lui-même. La République islamique a cependant laissé entendre qu'elle attendait les résultats du sommet pour prendre une décision. Le Premier ministre qatari a même parlé par téléphone avec des officiels iraniens pour leur demander de ne pas attaquer Israël afin de ne pas nuire aux négociations. Alors, en Israël, on a du mal quand même à imaginer que l'Iran ne réponde pas à l'élimination d'Ismaël Haniyeh, un acte qui a porté atteinte à la souveraineté, à l'honneur de la République islamique et qui est perçu comme une offense personnelle au guide spirituel iranien Ali Khamenei, étant donné que Haniyeh était son invité à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien quand il a été éliminé. Mais d'autre part, on le sait, l'Iran redoute des répercussions économiques et les dommages potentiels à ses installations nucléaires en cas de réponse israélienne. Il est donc possible que Téhéran choisisse finalement d'éviter une confrontation directe, préférant peut-être s'en prendre à des intérêts israéliens dans le monde. Mais l'Iran pourrait aussi déléguer, pourquoi pas, l'attaque au Hezbollah, l'un de ses principaux proxys qui cherche, lui, à venger l'élimination revendiquée par Israël de Fouad Choukour à Beyrouth. C'était le bras droit de son secrétaire général, Hassan Nasrallah. En tout cas, ici, Élodie, pas de panique. Les Israéliens continuent de vivre normalement. Ils sont habitués à ces tensions et font confiance au système de défense antiaérien de Tsahal.
Merci beaucoup Nathalie Sosnoff, notre correspondante sur place. Gérard Vespierre, c'est vrai qu'on voit elle parlait d'optimisme mesuré évidemment de la population israélienne parce que certes, pour l'instant, les négociations vont se poursuivre, donc c'est toujours bon signe. Maintenant, la question, c'est de savoir si la poursuite des négociations va enfin aboutir à une trêve de la dernière chance, comme le dit Anthony Blinken. Effectivement, là, je pense qu'en ce moment, la pression est maximum ou maximale de toutes parts. De la part du Hamas vers Israël, de la part d'Israël vers le Hamas, et des États-Unis qui, dans cette formule, la dernière chance, agissent sur les deux. Oui. À savoir, le Hamas qui qui a perdu 2 jambes et 1 bras, si vous me permettez cette comparaison, donc qui est fortement diminué, n'a aucun intérêt à une poursuite encore accentuée de la pression militaire israélienne. Et de l'autre côté, Israël souhaite, par la population que l'on voit dans les rues, la libération des otages qui sont effectivement détenus par le Hamas. Et donc c'est la dernière chance peut-être de les retrouver vivants. Donc il y a une pression maximale de la part des États-Unis. Tant qu'il y a de la lumière dans la pièce de négociation, tant que les négociations se déroulent, peu importe les déclarations, je dirais, péremptoire à la presse, l'important c'est ce qui va se passer entre les 4 murs, et donc je pense que in fine, il devrait y avoir effectivement un résultat positif. Je ne m'y engage pas parce que je ne suis pas autour de cette table, mais c'est le sentiment qui peut se dégager. Je voudrais qu'on écoute justement Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui est sur place et qui a eu donc cette formule de trêve de la dernière chance. This is a decisive moment. C'est un moment décisif. C'est probablement la meilleure, peut-être la dernière occasion de ramener les otages chez eux, d'obtenir un cessez-le-feu et de mettre tout le monde sur la voie d'une paix et d'une sécurité durable. Il est temps d'y arriver. C'est aussi le moment de s'assurer que personne ne fait quoi que ce soit qui pourrait faire dérailler le processus. Nous travaillons pour nous assurer qu'il n'y a pas d'escalade ni de provocation qui pourrait nous éloigner de cet accord ou élargir le conflit à d'autres endroits ou augmenter son intensité. Arnaud Klarsfeld, on voit aussi à quel point les États-Unis tentent évidemment de peser de tout leur poids en se montrant aussi plus que jamais alliés d'Israël pour faire comprendre aussi que s'il y avait une riposte notamment iranienne, eh bien la riposte en retour viendrait d'Israël, certes, mais pas uniquement. Oui, Israël doit être reconnaissant aux États-Unis, parce que les États-Unis viennent de leur vendre 20 milliards de dollars d'armement, envoyer des porte-avions, des avions. Bon, donc c'est un soutien qui est considérable. Maintenant, sur l'accord, je peux vous dire, en tous les cas, ce sur quoi Israël ne cédera pas. Israël ne cédera pas sur le corridor, ce qu'on appelle, votre correspondante a très bien rappelé, donc je vais être très rapide, le corridor de Philadelphie, c'est-à-dire au sud, à Rafi, où les tunnels entre l'Égypte et Gaza permettaient de faire rentrer des armements. Israël voudra avoir le contrôle, voudra aussi avoir sans doute le contrôle du couloir, elle l'a dit, de Netzarim, c'est-à-dire pour pas que les combattants du Hamas aillent du nord au sud, et Israël ne voudra pas qu'il soit écrit dans l'accord, c'est la fin de la guerre, tout le monde rentre à la maison, un but partout au centre, parce que vous avez dit, le Hamas a perdu 2 jambes et 1 bras, vous vous rappelez les Monty Python, quand il se bat avec, vous vous rappelez de ça? Bon, sauf que dans les Monty Python, le chevalier qui avait perdu les 2 bras et la jambe, elles n'allaient pas repousser, tandis que le Hamas, ses bras et ses jambes vont repousser. Il se réorganise. Si une fois que la trêve durable se continuera, et donc le Hamas voudra se reconstituer et se remplumer. Et les habitants du sud d'Israël n'auront pas envie de retourner à côté du Hamas, alors qu'ils se sont fait, leurs parents ou leurs cousins ou leurs amis se sont fait massacrer dans des conditions terribles. Et ceux du nord n'auront pas confiance pour retourner dans le nord aussi, les habitants à côté du Hezbollah, parce qu'ils se diront, on a un État qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour nous protéger. Marc, vouloir n'est peut-être un peu différent de pouvoir. À partir du moment où ils ont perdu 15 000 à 20 000 de leurs cadres, à partir du moment où 80-90% des tunnels dans Gaza ont été détruits, c'est vraiment un obstacle fondamental à la reconstruction. Ce n'est pas à échelle humaine impossible, mais en tout cas dans le court moyen terme. Voilà. Si effectivement il n'y a pas d'accord politique,
entre Hamas et Fatah. Oui, mais- oui. On est dans une grande Oui, mais ils ont le mouvance. temps. Arnaud C'est-à-dire, Klarsfeld. beaucoup. Oui. Ces personnes, ces terroristes, sont des gens déterminés, courageux, organisés, et qui voient sur le temps long. Ils se disent, écoutez, de toute manière, la Palestine aurait pu avoir un État en 1948. Ils ont donc sacrifié déjà 3 ou 4 générations. Et ils se disent peut-être, on a chassé les croisés, hein, ils sont restés que 88 ans, ou ça, combien, Un siècle, ouais, un de siècle. 1099 à 1247, je me rappelle plus, oui, 1220, bon, enfin, c'est pas grave. Une centaine d'années. Et ils sont restés une centaine d'années, on les a chassés, on sacrifie 1 ou 2 générations, ou 3 ou 4, et finalement, on gagnera parce que le temps est de notre côté. Il y a plus de 300 ou 400 millions d'Arabes qui vivent dans ces pays à côté. Il y a que 7 millions de Juifs. La force structurelle est de notre côté, d'autant que l'Iran se dotera peut-être de la bombe nucléaire et il en sera fini avec Israël, puisqu'une bombe nucléaire sur Tel Aviv, c'en est fini d'Israël. Marc Hainaut, pour terminer, avant de passer à la présidentielle américaine. Alors, j'ai pas votre niveau d'expertise à tous les deux sur le conflit, sur le conflit entre la Palestine, entre le Hamas et Israël. Néanmoins, Anthony Blinken, il me semble, a donné une note d'espoir, mais aussi un avertissement, voire une menace. Il y a quand même le temps est précieux. Le Hamas a de toute façon eu en quelque sorte ce qu'il voulait, une guerre longue, une guerre qui embourberait en quelque sorte Israël, une guerre qui fracturerait l'opinion publique en Occident, parce que je pense qu'Oussama Ben Laden, puis l'État islamique et puis les autres groupes terroristes qui ont succédé ont participé à briser un peu notre vision un peu occidentale il y a quelques années, qui était de penser que les terroristes islamistes étaient des espèces de barbares arriérés. Tout est très bien organisé, et le Hamas, pour que je pense que vous connaissez l'histoire du Hamas mieux que personne autour de cette table, mais c'est une organisation qui n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a infusé, bien sûr, oui, mais elle a infusé eu le temps d'infuser dans la société palestinienne. Elle a eu le temps de prendre, de vraiment de s'enraciner. Et je pense qu'on a beau décapiter ses cadres, on a beau gagner militairement, parce que de fait, d'un point de vue strictement militaire, Israël a gagné la bataille, pour ne pas dire la guerre. Mais le Hamas, on sait pertinemment que les bras et les jambes, vous l'avez bien dit, le bras et les jambes peuvent repousser extrêmement rapidement. Et oui, c'est la difficulté aussi de détruire une idéologie, quand bien même elle est terroriste. C'est ça. C'est-à-dire, plus la guerre va durer, plus Israël peut perdre des points dans l'opinion internationale. Et en même temps, si Israël s'arrête maintenant, elle risque d'être amenée à la table des négociations avec effectivement le côté un point partout, balle au centre. Alors qu'en réalité, Netanyahou a demandé aux Israéliens des efforts massifs et colossaux. Netanyahou ne peut pas revenir à la maison, ramener ses troupes en disant « Regardez, match nul ». C'est impossible. Netanyahou est dicté aussi par sa politique intérieure. Évidemment, on va parler maintenant